L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue à tous. Nouveau numéro de l'hebdo politique sur Sensation et sur BPM. Et ce soir, je reçois Michèle de Vaucouleurs, la députée modem des Yvelines. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Michèle de Vaucouleurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née le 12 février 1964 à Albertville, en Savoie. Vous avez été longtemps conseillère en insertion professionnelle. En politique, vous étiez adjointe au maire de Poissy, chargée de la vie et des quartiers, avant de vous présenter aux législatives en juin dernier, dans la 7e circonscription des Yvelines, qui regroupe notamment, je vais vite, Conflans-Sainte-Honorine, Molan, Trieul, Verneuil-sur-Seine ou Vernouillet. Vous serez élu avec 55% des voix en battant au passage le député sortant, Arnaud Richard. Depuis à l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales et présidente du comité parlementaire pour un Iran démocratique. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes députée modem. Mais alors, est-ce que ce mouvement existe encore ? Est-ce qu'il n'est pas devenu plutôt un satellite d'En Marche ? Est-ce qu'il arrive encore à être lui-même vivant et exerçant une influence ? Là, ce mouvement a une importance et une influence certaine. Je pense qu'on a contribué en tant que modem clairement à la victoire d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on ne rougit pas d'être le deuxième pilier de cette majorité. Un petit pilier, certes, mais un pilier ô combien indispensable face à ce mouvement qui est jeune et qui a besoin de se structurer. Vous êtes avec eux, vous n'êtes pas dans l'opposition. On est clairement dans la majorité présidentielle. On est en total accord sur le programme sur lequel on a été élu, d'ailleurs sous l'étiquette La République en marche. Donc on n'a aucun désaccord de fond, mais on a notre petite musique qu'on fera entendre aussi souvent que possible de par notre expérience politique qui est peut-être d'une manière générale un peu plus importante que celle des députés En Marche. Alors justement, on va en parler, mais d'abord pour rester sur ces partis. En un an, on a l'impression que la sphère politique a complètement explosé, que les partis n'existent plus, ou en tout cas sont devenus peau de chagrin avec la victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut tout de même qu'il y ait des partis en France ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une opposition, ou bien est-ce qu'il y avait besoin vraiment de ce coup de balai ? Les deux. Il y avait vraiment besoin de ce coup de balai, qui a été brutal pour certains, je l'entends parfaitement, mais qui était absolument nécessaire. Il fallait quelque part renverser la table pour arriver à reposer un peu des fondements démocratiques un peu plus sains. Donc, ceci étant dit, je pense que on a besoin, les gens ont besoin de se retrouver dans des partis. Dans quelque chose qu'ils sentent au plus près d'eux, comme étant au plus près de leurs valeurs, au plus près d'un programme qu'ils ont envie de soutenir. Il faut qu'il y ait des différences, sinon, comme dit François Bayrou, si on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Alors justement, François Bayrou, il y avait une forme de reconnaissance après l'élection de Emmanuel Macron. Il avait été nommé à un poste important et puis il a dû démissionner. On ne va pas revenir là-dessus. Mais est-ce que du coup, votre modem arrive à avoir son poids et est-ce qu'il y a toujours... est-ce que vous êtes écouté par le président ? Alors, il y a une très bonne entente entre le gouvernement et notre président de groupe à l'Assemblée. Il y a vraiment un dialogue qui est instauré, qui marche très très bien. Voilà, ça communique très bien, les choses se disent, sont dites, sont entendues. Et vos idées qui sont différentes, on l'a dit, d'En Marche ou de LR ou du PS, peuvent être présentes. Comme on le dit, plus humaniste, plus proche des gens. En tout cas, c'est comme ça que vous le définissez. On l'espère sur les textes à venir. On espère effectivement peser par rapport à notre éthique, notre morale, nos fils conducteurs. On va revenir constamment sur notre vocation humaniste. C'est ce qui est au cœur du modem, donc c'est-à-dire de prendre en compte, de mettre l'homme au milieu des décisions. Alors, vous aviez parlé des autres députés qui ont été élus comme vous, beaucoup de novices.
Du coup, il y a une petite musique qui monte là depuis quelques mois, en tout cas au moment des élections. Voilà, dire voilà, ils ne sont pas à la hauteur, ils n'arrivent pas à le faire le job. Vous êtes une politicienne qui avait l'habitude. Comment vous les avez intégrés? Comment est-ce qu'ils font du travail? Est-ce que effectivement ça a été un peu compliqué, très honnêtement, de les mettre au travail et au rythme de l'Assemblée? Alors, moi, je suis tout autant novice à l'Assemblée. À l'Assemblée, voilà. Effectivement, j'ai une expérience politique, mais une expérience de terrain. Donc, cette expérience de terrain, je la revendique et je trouve qu'elle est précieuse. Vraiment, le travail de circonscription, pour moi, c'est qu'un bonheur. Et depuis 10 ans que je suis engagée en politique. Sur les bancs de l'Assemblée, je suis au même niveau que mes collègues En Marche issus de la société civile. Donc, j'apprends le travail législatif à la même vitesse qu'eux. En revanche, j'ai peut-être une discipline peut-être de groupe, une discipline politique qui manque ou manquera peut-être à certains. Mais bon, ils devraient l'acquérir s'ils ne l'ont pas encore acquise. C'est pas un frein à l'action parlementaire d'avoir autant de personnes novices dans l'Assemblée pour vous? Novices en politique et à l'Assemblée? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. D'autant qu'En Marche est quand même assez bien structuré. C'est un gros groupe avec de gros moyens. Donc, la possibilité justement d'avoir des collaborateurs de groupe qui viennent en appui aux collaborateurs de députés. Donc, pour le travail législatif, forcément, le temps de l'apprentissage est nécessaire. Mais une fois qu'on est bon, il reste encore à devenir meilleur. Donc, c'est quelque chose qui prend bien tout un mandat, voire plusieurs, de devenir un très bon député, je pense. Emmanuel Macron l'a dit, dès qu'il a été élu, il veut aller vite, il veut que les réformes se fassent, il veut vraiment faire tout ce qu'il a dit pendant la campagne. Ça veut dire que vous, derrière, vous devez suivre. Ça veut dire, beaucoup de gens qui sont passés à ce micro nous le disent, un gros travail parlementaire à l'Assemblée. Est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu, du coup, de ne pas pouvoir faire ce travail de terrain que vous aimez tant en circonscription? J'arrive à maintenir le travail de terrain parce que je le sacrifierai en aucun cas. Ce que j'ai été amenée à sacrifier un peu par moments, c'est mon sommeil, et ça, je le déplore bien évidemment. Donc effectivement, on a eu un gros rythme sur juin, juillet, début août. On a eu un gros rythme de septembre à décembre avec les projets de loi de finances, projets de loi de finances de la sécurité sociale. Donc de très très gros rythmes qu'il faut revoir. D'ailleurs, on devra s'attacher à réformer le calendrier législatif, l'organisation du travail législatif, pour qu'il soit peut-être plus respectueux du travail du législateur, qui doit avoir le temps de s'imprégner des dossiers, de mieux les maîtriser avant de passer au vote des lois qui lui sont soumises, c'est évident. Alors, vous êtes sur tous les fronts. Alors, on va essayer de parler de quelques dossiers que vous suivez. D'abord, la formation professionnelle. Je le disais, vous avez été longtemps conseillère à ce sujet. C'est l'un de vos sujets de prédilection. Et il y a une réforme qui est prévue prochainement. Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau ? Parce que cette formation professionnelle, on en parle toujours et encore, et tous les présidents y sont passés en disant que c'était la base de la baisse d'un chômage durable. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, le président Macron, sur ce sujet-là ? Il apporte une petite révolution. Le mot de Madame Pénicaud, c'est une révolution copernicienne, donc c'est pas une petite révolution. C'est effectivement une révolution qui est aujourd'hui essentielle, parce qu'on se rend compte que l'apprentissage, notamment, est une filière d'excellence, que quand on sort de l'apprentissage, 7 mois après, on est dans l'emploi à 70%, dans 70% des cas, ce qui est loin d'être le cas pour la plupart des formations qu'on peut engager. Donc pour ça, il faut convaincre de la pertinence de l'apprentissage, en montrer tout l'intérêt. Donc il faut que les professeurs soient convaincus que l'apprentissage est une filière d'excellence. Il faut que les parents soient convaincus que pour leur enfant, ça peut être aussi une voie d'excellence, et que les élèves aussi soient informés des possibilités qui leur sont offertes. Donc ça veut dire déjà d'avoir accès à une information lisible, clair sur ce qui est offert. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut se former, on a des logiciels, des fichiers, on peut voir un grand nombre de formations, mais les formations accessibles par l'apprentissage, on ne sait pas où les trouver. Donc il faut que demain, on puisse
se dire, voilà, moi j'aurais envie de travailler dans tel domaine, j'aurais envie de passer par de l'apprentissage parce que je sais que ça marche et que derrière, je vais pouvoir trouver un emploi. Comment je fais ? Donc je rentre ma formation voulue ou mon domaine d'activité, je vais trouver une information claire. Quelle école ? Quel taux de réussite ? Quelle sortie vers l'emploi ? Pour quel métier ? Donc ça, c'est la première des choses. C'est effectivement une information claire, disponible, transparente. Ensuite, il faut aussi rendre plus attractifs les contrats d'apprentissage. Donc pour le jeune, sachant qu'un jeune, s'il se retrouve sans entreprise ou qu'il a finalement envie de changer de voie, qu'il s'est trompé malgré l'information qu'il a pu recevoir initialement, il puisse ne pas perdre complètement son statut d'apprenti, rester en formation professionnelle et se diriger aisément vers autre chose. Ne pas perdre une année complète aussi. Pouvoir choisir sa formation en cours d'année. Donc ça, c'est un deuxième élément. Pour les entreprises, simplifier énormément la donne. Donc avec le financement du contrat et non calé sur une année scolaire, c'est-à-dire la possibilité de prendre un apprenti en cours d'année. Le fait aussi de ne pas être engagé au-delà des premières semaines, si la situation se dégradait avec l'apprenti, de par le fait de l'apprenti ou non, peu importe, ne pas être tenu de poursuivre avec un apprenti qui ne se sent plus bien dans son apprentissage, donc de pouvoir mettre fin à un contrat aussi en cours d'année. C'est important aussi. Et de pouvoir aussi donner à l'apprenti des missions un peu plus larges, puisqu'aujourd'hui, il y a des contraintes très fortes qui pèsent sur les apprentis, donc ils ne peuvent pas effectuer un certain nombre de travaux qui sont essentiels à leur formation. Donc ça veut dire aussi déréglementer, tout en respectant bien sûr tout ce qui est de nature de sécurité, mais de déréglementer un peu les règles de l'apprentissage afin de permettre que l'apprentissage soit vraiment un moment d'apprentissage réel où on ne fait pas que regarder pendant un an. Alors, un tout autre sujet, vous faites partie de la commission des affaires sociales. C'est un des sujets qui a marqué les Français là, ces derniers temps, avec cette colère et cette détresse des salariés de l'EHPAD et leurs conditions de travail et donc le confort de nos aînés. La ministre de la Santé va lancer un grand chantier sur la dépendance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette dernière partie de vie qui nous concerne tous ? Alors, il y a déjà une mesure importante qui a été prise suite à un rapport qui a été remis donc à la commission, une mission flash sur les EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà réintroduit une infirmière de nuit dans les EHPAD, ce qui n'était plus le cas. Et ce qui était vraiment une demande très très forte. Donc ça a été la première des choses à faire. Maintenant, on est plutôt dans une réforme plus globale de l'offre de soins, où effectivement, la prise en compte des situations et des soignants et des patients va être au cœur du dispositif. Ça veut dire plus d'argent pour embaucher, pour permettre de construire des nouveaux établissements, pour aider les chercheurs. Plus d'argent, effectivement, il y a déjà eu des millions supplémentaires d'engagés. Ça ne fait pas tout non plus. C'est vrai. Ça ne fait pas tout non plus. Il faut peut-être repenser le rythme de travail des soignants. Il faut aussi favoriser le maintien à domicile des personnes. Il faut remettre un peu d'humanité dans ces établissements. Donc effectivement, ça passe par le personnel. En ce sens, c'est plus d'argent, mais c'est aussi valoriser davantage le personnel, valoriser les salaires, faire en sorte que les gens se sentent un peu soutenus et encouragés dans les missions essentielles qui sont les leurs. Il y a aussi, toujours sur la santé, ce problème des hôpitaux, qui ferment. C'est toutes ces personnes qui n'ont pas accès aux soins, d'abord parce qu'il y a des déserts médicaux, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus cette inégalité face aux soins ? Alors, les déserts médicaux, c'est effectivement un des sujets qui revient régulièrement sur la table. Donc, récemment, effectivement, il y a eu à l'Assemblée un débat sur le fait d'accroître les contraintes d'installation des médecins.
au même titre que les installations sont réglementées, par exemple pour les pharmaciens. On s'est dit il a été dit par les porteurs de ce projet de loi qu'on avait beaucoup essayé l'incitation à l'installation dans les déserts médicaux, mais que ça n'avait pas porté de fruits, ce qui est vrai. Et donc aujourd'hui, il fallait peut-être aller sur de la contrainte. Mais vous n'y croyez pas ? Je n'en suis pas convaincue et globalement, les députés et le gouvernement n'en ont pas été convaincus par rapport à ce projet de loi qui n'a pas abouti, pour lequel il a été réclamé un retour en commission, parce qu'il ne semble pas non plus que le fait d'aller vers du coercitif soit la solution. Donc effectivement, la télémédecine est une des solutions. Effectivement, aujourd'hui, on sort de l'expérimentation pour effectivement proposer cela. C'est une des solutions possibles. Et puis après, il y a d'autres réflexions sans doute à mener aussi sur de nouvelles formes d'incitation et peut-être aussi une attractivité des territoires meilleure pour les médecins, parce que en toute honnêteté, un médecin ne va pas forcément avoir envie d'aller avec sa famille sur un territoire où il n'y a rien pour lui non plus. Donc les maisons de santé sont peut-être une partie de la solution. Ça marche pas toujours non plus. C'est en discussion. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois la députée des Yvelines, Michèle de Vaucouleurs. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes présidente du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Quel est son rôle à ce comité ? Alors, ce n'est pas un groupe d'amitié officiel, donc, puisque l'Iran dispose d'un propre groupe d'amitié officiel au sein de l'Assemblée, qui vise en parallèle avec l'action du gouvernement à développer des relations avec les parlementaires en Iran et à mieux échanger sur et connaître la culture et les problématiques économiques de ce pays. Moi, je suis engagée sur ce comité parlementaire pour un Iran démocratique qui défend en fait essentiellement, prioritairement, la situation des droits de l'homme en Iran. Alors, est-ce que c'est en train de bouger de ce côté-là ? On voit qu'il y a un vent de liberté qui souffle un peu dans ce pays. On a vu notamment ces femmes qui retirent publiquement leur voile. Voilà, c'est des images quand même qui marquent aussi ça. Est-ce que vous pensez que ça bouge ou pas ? Nous, d'ici, on a cette impression. Est-ce que c'est vrai ? On veut le croire. Et les membres du comité national pour l'Iran démocratique veut penser qu'effectivement la fin est proche. On est sur un régime théocratique depuis 1979. On est sur un régime qui est très dur. Avec 534 exécutions en 2017, avec des arrestations arbitraires, avec de la torture. Donc on est sur un pays qui est tout sauf un pays démocratique. Après, effectivement, le gouvernement mène très logiquement sa politique de dialogue avec l'Iran, qui est un pays avec lequel il y a des intérêts à développer, mais tout en étant de son côté également vigilant à une amélioration de la situation des droits de l'homme. C'est un pays qui est en guerre, c'est un pays qui est situé dans une zone aussi très compliquée depuis des années et des années. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump et ses dernières déclarations vous inquiète pour le Proche-Orient et particulièrement pour l'Iran, puisque c'est ce pays que vous... D'une manière générale, effectivement, Donald Trump a des propos qui peuvent être inquiétants. Maintenant, des propos à l'action, j'espère qu'effectivement, il est suffisamment bien entouré pour que ces dérapages verbaux ne se traduisent pas en actes qui compromettent la stabilité des pays. Maintenant, du point de vue de la situation en Iran et du régime actuel en Iran, les opposants au régime voient plutôt une chance
une chance pour ce pays d'arriver vers un autre mode de gouvernance, une alternative à la tête de l'Iran. Et le président Macron se positionne bien, d'après vous, dans ces conflits étrangers ? Oui, je pense qu'il a la bonne attitude, qui est celle du dialogue et sans rien céder sur ce qui est de nos valeurs. Et la France a son poids, est écoutée toujours. Il semble que oui. En Iran, je ne sais pas. Justement, effectivement, il y a une visite prévue de Jean-Yves Le Drian en Iran, je crois, début mars. Vous pourriez être ? Non, du tout. D'accord. Non, mais comme vous faites partie d'un comité parlementaire, il pourrait y aller avec certains parlementaires dont vous... Du tout. C'est pas prévu. Du tout. Mais donc, effectivement, j'espère que si cette visite est maintenue, ce soit une visite sans concession de ce point de vue-là. Oui, je l'espère. Mais du point de vue général, le positionnement d'Emmanuel Macron me paraît juste sur la scène internationale et reconnu comme tel. Une réforme sur la politique d'asile et d'immigration doit voir le jour ce printemps. À Triel, sur votre circonscription, il y a un lieu d'accueil. Oui. Cette réforme de Gérard Collomb, elle est très critiquée. On parle de tri de migrants en allant un peu rapidement. Même dans la majorité parlementaire En Marche, il y a quelques craintes. Quel est votre avis à vous ? Alors, concernant ce lieu d'accueil, déjà, effectivement, on va avoir un petit sujet, puisque malheureusement, ce lieu d'accueil va devoir être fermé. Donc, je vais recevoir prochainement les associations que j'ai déjà rencontrées, pour certaines, sur cette question, pour l'avenir des personnes qui résident justement dans ce centre. Combien il y en a ? 120, 130. Donc, ça va être un sujet. Concernant cette réforme, elle me paraît nécessaire. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une ligne claire sur ce qu'on veut que soit notre politique migratoire. Et là, on a la chance effectivement d'avoir un discours qui est clair, alors qui a besoin d'être un petit peu expliqué. Elle est un peu abrupte. Voilà, elle est un peu abrupte, elle a besoin d'être expliquée. Mais dans les faits, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement souhaite, et je suis sur cette même ligne, pouvoir accueillir dignement les demandeurs d'asile. C'est une priorité. Quand on reçoit dans notre pays des personnes qui sont victimes de guerre, d'exactions diverses dans leur pays, qui fuient des conditions effroyables et que tout ce qu'on a à leur offrir, c'est un bout de trottoir, je pense qu'on n'est pas à la hauteur d'un accueil, effectivement. Donc, là, ça veut dire donc faire un choix pour ceux qui arrivent, pour que justement ceux qui sont accueillis le soient bien. Ça veut dire en laisser à la porte certains ? Ça veut dire que si on a cette ligne claire, effectivement, on est plus à l'aise pour ensuite prendre des décisions. Et donner une priorité, ça me paraît indispensable. Après, si on a la possibilité ultérieurement de réouvrir nos frontières parce qu'on a besoin de migration, parce que on souhaite pouvoir aller plus loin, parce que la misère est grande, qu'on le fasse, ce sera bien vu, évidemment. Mais dans l'immédiat, donner la priorité à ces réfugiés, ça me paraît indispensable. Et aussi garder du cas par cas. Ça, c'est peut-être le point sur lequel je souhaiterais qu'on puisse avoir un petit peu de discernement. Je pense qu'on en fera preuve, mais ça restera du cas par cas. Ça veut dire aussi avoir des gens sur le terrain qui travaillent à ça, peut-être plus de monde aussi qui s'en occupe. Voilà, ça veut dire que même si on adopte le principe que les migrants économiques ne sont pas prioritaires et doivent globalement retourner chez eux, où ils ne sont pas en danger. Il y a certaines situations de familles qui sont installées en France depuis déjà un certain temps, qui ont commencé à s'intégrer, pour lequel il est nécessaire d'avoir vraiment une étude bien spécifique pour voir si, dans certaines situations, il est pertinent de renvoyer les personnes ou pas. Mais ça doit rester l'exception. Une dernière question, il nous reste 2 minutes. Quelles seraient vos envies pour cette 7e circonscription dans l'année qui vient, vos souhaits, puisqu'on démarre quasiment l'année là? Alors, mon souhait serait que la communauté urbaine GPSEO
puisse dégager le budget nécessaire au nettoyage de la plaine d'Achères, Chanteloup, Triel, puisque vous savez qu'on a une plaine qui est couverte de déchets. Et donc c'est un énorme budget. Suite aux inondations ou c'était déjà le cas ? Non, c'est à la fois suite à une occupation de terrain par des Roms, suite à des décharges par des entrepreneurs malveillants. Voilà, c'est ces deux facteurs-là qui, conjugués, aujourd'hui, ont rendu la plaine dans un état très triste. Il y a un coût de nettoyage de 1,5 million. Donc il faut, mon souhait pour la Circo en 2017, c'est qu'on puisse nettoyer cette plaine. C'est le souhait principal. Pour l'année 2018. Absolument. Très bien, je vous remercie Michèle de Vaucouleurs d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous madame d'avoir parlé à ce micro. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.